Bienvenue sur la saison 2 d'Air Party Radio, le show qui donne la parole à ceux qui le font pour eux-mêmes, pour une marque ou pour la gloire. Cette émission est coproduite avec la Creator Factory, la communauté des fans d'Air Party. Je suis Alexandre Durand-Chabert, fondateur d'Air Party, une communauté 100% dédiée aux entrepreneurs de la Creator Economy et du Community Building. Et sur cette nouvelle saison, je vous propose de décrypter avec mes invités et co-animateurs les dernières actus, tendances et outils de la Creator Economy. Cette nouvelle saison est entièrement coproduite par les membres de la Creator Factory, la communauté des auditeurs et des fans d'Air Party. Alors si vous aussi vous souhaitez aider Air Party et rejoindre la Creator Factory, vous pouvez acheter un de nos passes 2022-2023 sur airparty.uncut.fm. La Community Economy, on en a parlé abondamment dans la saison 1 d'Air Party. C'est toute cette vague de nouveaux business qui mettent au cœur de leur stratégie le développement d'une communauté. Alors on a vu qu'il existait tout un tas de nouveaux outils qui tournaient autour de cette Community Economy, probablement parce que pour beaucoup d'entre eux, depuis 2 ans, la crise les a littéralement propulsés sur le devant de la scène. Les directions marketing, communication, RH, support, beaucoup d'organisations ont dû trouver de nouveaux moyens pour engager à distance leurs membres, collaborateurs, clients, etc. Ces nouveaux outils, il y en a pour le remote working, les événements en ligne, pour faire des podcasts, des newsletters, etc. Et de 2020 à aujourd'hui, on a assisté à une véritable profusion de ressources pour créer, animer et faire grandir une communauté depuis son canapé. Mais alors, ceux qui tirent le mieux leur épingle du jeu avec cette nouvelle vague de tools, ce sont les creators. Alors en français, on pourrait évidemment être tenté de traduire littéralement creator par créateur. Mais créateur, ça renvoie quand même à une notion assez générale en français. Alors qu'en anglais, creator, ça renvoie à quelque chose d'assez précis finalement. C'est celui ou celle qui va faire le show autour de sa personne et de créer un véritable média personnel autour d'elle, autour de lui. Pour certains, c'est parfois littéralement un empire qu'ils arrivent à construire. Alors évidemment, c'est pour en tirer profit et pas qu'un peu, parce que le rêve derrière, c'est de lâcher son job et de gagner sa vie, to earn a living, comme on dit aux États-Unis. Mais alors, est-ce que ça renvoie à une réalité tangible ? Dans le monde déjà, mais particulièrement en France. Quels sont par exemple les creators francophones qui percent, les startups qui développent des outils pour les creators ? Le marché de la creator economy est-il le next big thing ou le next big plouf ? C'est ce qu'on va essayer de comprendre tout au long de cette saison. Et je dis on, car à mes côtés, j'aurai le plaisir d'avoir comme co-animateur Ange-Michael Haï, auteur du média Passion and Creator, une newsletter tout plein de super insights, chiffres et rapports sur la creator economy, et donc que je vous recommande très chaleureusement. Et Julie Leroy, cofondatrice de J-Venture, un fonds d'investissement qui est destiné aux projets entrepreneuriaux étudiants. Pour ce premier épisode de la saison 2, on a essayé avec Ange et Julie de comprendre le parcours et les outils qu'utilisent 2 types de créateurs en particulier. Alors le premier, c'est le service creator. Je suis sûr que vous ne le connaissez pas. C'est le ou la prof de yoga, le coach ou encore le tatoueur qui essaie de monétiser ses services sur les réseaux, sur Insta en général, mais avec une approche véritablement media first. Et vous verrez, c'est passionnant. J'ai personnellement appris pas mal de choses sur ce type de creator. Et le deuxième, c'est le petit producteur audio-vidéo ou le groupe de musique qui galère, vous savez, pour trouver un endroit un peu clé en main, pour se poser, enregistrer du son facilement, tourner une vidéo, un podcast. Alors, pour nous aider à y voir plus clair, on a invité 2 service providers, 2 startups qui les connaissent très bien et qui poncent leurs besoins en ce moment. Le premier, c'est Étienne Gatti, qui est cofondateur d'Edgarab.io, qui permet aux profs de yoga, coachs, etc. de transformer leur Insta en véritable CRM. Et Anthony Amar, cofondateur de Studiomatic, un réseau de studios complètement équipé pour les producteurs de sons et vidéos. Voilà, je vous ai tout dit. Alors encore un dernier petit point avant de sauter dans le grand bain. On a connu un petit problème technique dans l'enregistrement de ce podcast. Alors ne soyez pas surpris si parfois vous avez l'impression d'être dans un sous-marin, c'est normal. Enfin non, c'est con. Parce que derrière, on avait un setup atomique, des SM7B, un Rodecaster Pro et un super studio sur Pigalle qu'Anthony nous avait ouvert chez Studiomatic. Mais c'est ça aussi la vie d'un creator. Enjoy! Salut à tous, merci d'être sur Air Party et notamment sur cette nouvelle saison qu'on lance dédiée à la Creator Economy. Voilà, je suis un peu ému parce qu'autour de moi, il y a des gens qui font cette Creator Economy en France. Hyper fier d'avoir aussi à côté de moi 2 animateurs, une animatrice et un animateur, co-animateur de ce show.
autour de la Creator Economy. Merci Ange. Merci à toi. Ouais, de venir m'épauler sur ces épisodes. Et puis Julie. Voilà, tu vas essayer aussi d'apporter ta pierre à l'édifice. Donc Ange présentera un petit peu au début et Julie également. Et on a 2 invités sur ce premier épisode qui sont vraiment canons. On a Étienne Gatti. Salut. Tu lances une super start-up dans la Creator Economy dédiée aux services créateurs. Tu vas nous expliquer un peu ce qu'est les services créateurs. Et puis Anthony, voilà, toi tu diriges une franchise de coworking un peu orientée musique. Exactement, ouais. Musique et création de contenu. Et tu vois passer quand même pas mal de créateurs un petit quotidien. peu. Ouais, un petit peu. Très cool. Bon, bah écoutez, on vous présente la team. Donc moi, vous me connaissez si vous me suivez. Si vous me connaissez pas, je suis Alex, j'ai lancé Airparty. Et voilà, donc si vous voulez écouter, la première saison, c'était autour du community building, la deuxième, autour de la Creator Economy. Et aujourd'hui, voilà, accompagné par Ange, si tu peux te présenter en 2 minutes. Yes, merci à toi pour l'invitation à ce projet. Donc je m'appelle Ange, je travaille à la BPI sur des sujets de levée de fonds pour des startups, et je suis aussi surtout fondateur de Passion des Créateurs. Donc c'est un média. Super newsletter. C'est gentil. Un média sur la Creator Economy, donc pour un peu la décrypter, voir un peu les tendances qui se cachent, les levées de fonds notamment. Donc j'écris sur LinkedIn, sur une newsletter, et donc maintenant je fais la partie audio, donc grâce à Alex. Donc, voilà. Ouais, très très cool, et puis tu es très éduqué sur tous les deals qui passent. Malheureusement que tu es là, parce que ça nous fait gentil. Et Julie, tu peux te présenter aussi. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Alors moi je suis plutôt issue du community building plutôt que la creator economy, mais je suis sûre que je vais apprendre pas mal de choses et qu'il y a plein de choses en community building qui s'appliquent également à la creator economy. Pour me présenter, donc je m'appelle Julie Leroy, j'ai 29 ans et je suis en train de créer un fonds d'investissement pour les étudiants et les jeunes diplômés entrepreneurs en France. L'objectif, c'est de pouvoir les détecter au plus vite dans les écoles pour pouvoir les investir et soutenir. Et donc, pour ça, on a créé une communauté de plus de 100 étudiants rassemblés dans plus de 50 écoles et universités qui ont pour objectif de détecter ces super startups dans les écoles. Et en même temps, on leur fournit toute une formation pour devenir investisseur et rentrer dans ce monde du VC qui n'est pas forcément très facile quand on est étudiant. Et à côté de ça, j'ai lancé la semaine dernière, Minimum Viable Coffee. L'objectif, c'est de se rencontrer autour d'un café le samedi matin, pas plus de 9 personnes pour créer des relations durables. Et à la fin, ce qui est cool, c'est qu'on connaît tous le nom de chacun, ce qui n'est pas le cas parfois en soirée. Je suis d'accord. Une soirée nouvelle génération les matins, quoi. Ouais, exact. Voilà, c'est ça. Si vous voulez venir, d'ailleurs, vous êtes les bienvenus tous les samedis. Ok, c'est noté. C'est noté. Et oui, alors donc Julie, très éduquée aussi sur la Creator Economy, pour plein de raisons, mais surtout tu vois passer pas mal de projets dans tous les étudiants, en tout cas la sphère autour de J-Venture, des gens qui pitchent des projets pour aider les créateurs, ça c'est ton quotidien. Et puis Ange aussi, c'est pour ça aussi que vous êtes là, c'est-à-dire que l'idée c'était aussi de montrer, oui, ok, et de parler des créateurs, mais surtout de créer tous ceux qui font la supply, parce que les logiciels, la littérature, tout ça c'est quand même très anglophone. Et à repartir, voilà, l'idée c'était aussi de donner un coup de phare, un coup de projecteur sur les projets francophones, et il y en a. Et donc du coup, ça nous permet de faire la transition et puis d'aller directement pour vous poser les questions à vous deux, donc Étienne, Anthony. Moi j'avais envie de vous poser une première question, c'est évidemment quels sont les types de créateurs en fait que vous vous adressez, parce que toi Étienne c'est des créateurs, mais c'est au départ des gens qui cherchent à faire du business, pas forcément derrière de la création de contenu. Et puis toi Anthony, tu es clairement du musicien, donc c'est quoi vos personas pour toi Étienne, au-delà du musicien, il ressemble à quoi en fait? Il ressemble à quoi? En fait, je pense que c'est des gens qui ont bien compris que les réseaux sociaux, aujourd'hui, ça abattait plein de barrières, mais ça faisait aussi énormément de concurrence. Donc, en fait, c'est à la fois une super opportunité, en même temps, on va dire, une difficulté en plus, mais ça leur permet de vendre, ou en tout cas de se faire connaître différemment. Moi, dans mon cas, dans ce qu'on appelle les service creators, en fait, c'est les gens qui vont proposer de la prestation de service ou des choses sur mesure, des choses dans lesquelles en fait la conversation va être assez clé pour qualifier et convertir.
Et donc pour répondre à ta question, un peu la typologie, je dirais c'est un peu comme on a vu l'évolution de l'influenceur vers le créateur, où tu as l'influenceur qui en gros juste monétise une audience, ou en tout cas constitue une audience autour de sa personne et de son individualité. Je trouve que le créateur il fait la même chose, sauf qu'il pousse un peu plus loin en se mettant vraiment en jeu par ce qu'il crée. Donc c'est toujours en fait autour de l'individualité, c'est ça, c'est la personne. proposer quelque chose d'unique. Et là-dessus, les services créateurs, en fait, c'est la même chose. Ils proposent un univers créatif, une individualité, quelque chose de vraiment unique. Et de la même façon, ils construisent une audience et ils la monétisent. C'est juste que la façon de la monétiser, elle est différente. C'est-à-dire que plutôt que de faire du merch ou du digital, ils vont proposer des services. En l'occurrence, ils peuvent aussi faire du merch et du digital. C'est juste que ce qui les fait plus vibrer, c'est un peu le côté concret. Donc ça peut être des nail artistes, ça peut être des tatoueurs, ça peut être des coachs, ça peut être aussi des médecines alternatives. Donc c'est assez vaste en fait finalement l'univers de la créateur économie, y compris dans les services. Ouais, c'est marrant de voir des gens qui n'étaient pas artistes mais qui commencent à s'intéresser un peu à... Là-dessus, moi je trouve moi je dis quand même que c'est un peu des artistes d'une certaine façon, parce que je trouve le bon exemple c'est les tatoueurs. En fait les tatoueurs, avec Instagram, ils ont vraiment changé la façon dont ils vendent du tatouage. Et pour moi, c'est un peu les mecs qui sont à l'avance de ce que va être le futur des services et la façon dont on va les consommer, les découvrir. On le voit beaucoup, et en fait là-dedans, dans ce sillon-là, tu as un peu toutes les personnes qui veulent vendre, mais qui, plutôt que de vendre juste de la prestation, en fait, ce qu'ils veulent vendre, c'est leur identité, leur univers créatif. Bon, les musiciens, Anthony... Je pense que l'univers créatif, il est là. Clairement, en fait, ce qui est super intéressant, c'est ce que Étienne dit. En fait, nous, on l'observe aussi chez les ingé-sons, par exemple. Nous, notre public, il est très large. Schématiquement, le public qu'on a, c'est aussi les clients qui vont après utiliser des notions de service comme ça pour les créateurs. Donc, les gens, ça va de l'artiste qui débute dans la musique, qui va acheter son premier ordinateur et qui va venir faire de la musique assistée sur ordinateur, jusqu'à des gens qui sont multidisques de platine ou des choses comme ça. Mais nous, on est surtout à la base, plutôt la création, elle doit se faire dans un lieu. Ce lieu, c'est nous qui les créons, en fait. On essaie de faire des lieux qui permettent de rendre les gens un petit peu plus autonomes dans leur façon de créer. En tout cas, nous, on l'observe vraiment. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment la façon nouvelle, en fait, d'être artiste. Moi, je pense que c'est plus l'entrepreneuriat qui arrive beaucoup plus dans l'aspect artistique, et donc les artistes qui sont peut-être des tatoueurs, ou nous les ingé-sons, on le voit chez les gens qui font de la musique, qui enseignent aussi beaucoup, donc qui vont vendre des prestations de services. C'est vrai que c'est à la base des artistes qui deviennent des entrepreneurs un petit peu, et qui du coup accèdent en fait avec une variété de services assez divers. Pour moi, c'est plus ça la créateur économie telle que nous on la vit, en tout cas chez Studiomatic, et qu'on la voit venir, quoi. Mais dans les deux cas, de toute façon, il y a ce côté désintermédiation. Oula, c'est dur. Les termes Web 3 comme ça. Voilà, pas d'intermédiaire. Et que ce soit Web 2, créateur économie 2020, 2021, que ce soit Web 3 aujourd'hui, c'est quand même le désir de reprendre le contrôle, quoi. Ça, c'est un peu le point commun qu'il y a entre vous deux. Ouais, et je dirais en fait le truc qui est assez intéressant, tu vois, c'est un peu on parle beaucoup du Web 3 et tout ça, mais en fait même avec TikTok, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de révolution qui est... Tu vois, je lisais une stat il n'y a pas très longtemps, il y a 1 sur 1000 des utilisateurs de YouTube qui créent du contenu, et c'est 83% sur TikTok. Donc en fait, en gros, c'est-à-dire que tout le monde devient un peu créateur. Ouais, c'est ça. Et ça, moi je trouve que c'est une révolution qu'on est en train de vivre maintenant, et qui est hyper intéressante sur le rapport à la création. Et c'est pour ça, en fait, comme tu dis, tu vois, les entrepreneurs, en fait, on parle beaucoup du personal branding, mais en fait, si on va un peu plus loin que ça, notamment avec des outils comme TikTok, c'est un peu comme si quand aujourd'hui tu veux entreprendre, c'est bien aussi si tu deviens un créatif ou un créateur. C'est un peu un mélange des genres, mais que je trouve hyper intéressant, parce que ça produit des choses aussi nouvelles. Et en l'occurrence aussi, ça propose à la fois du contenu ou des prestations, des trucs que nous, on peut, en tant qu'utilisateur ou consommateur, qui vont aussi un peu répondre à aussi notre désir d'individualité. Tu vois, en fait, en gros, tu te reconnais dans cet univers, que ça soit t'écoutes un musicien, tu vas adorer diguer dans dans le rap game et te dire vas-y, je vais connaître ça, et en fait ça devient un peu constitutif aussi de mon identité.
Et c'est ça, moi, que je trouve génial dans le fait que tout le monde devienne un peu créateur d'une certaine façon, quoi. Alors, du coup, on sait quels sont vos types de créateurs, mais on ne sait pas ce que vous faites. Alors, du coup, bon, on le comprend, on l'a compris un petit peu, mais donc, Étienne, toi, tu vends... tu es le créateur d'un SaaS. Ouais, on n'en aime pas trop forcément se présenter comme un SaaS, mais t'inquiète. Non, bah ouais, donc Edgar.io sur Instagram. En fait, en gros, nous, on permet à des créateurs d'engager leur communauté de façon beaucoup plus efficace et aussi de vendre directement dans les conversations qu'ils ont avec leurs followers. Donc en fait, vu que la conversation, elle joue un peu un rôle clé, que ce soit pour engager la communauté ou pour vendre, bah c'est là que ça nous rend, on va dire, plus pertinent pour ce que j'ai appelé les service creators, dans lequel la qualification et la conversion, elle se fait principalement par de la discussion et donc via les DM. Mais on apporte aussi de la valeur à des créateurs, on va dire, un peu plus traditionnels, plus digitaux, parce qu'en fait, on leur donne des nouveaux leviers de monétisation et aussi des nouveaux leviers d'engagement. Et pour répondre à ta question sur qu'est-ce qu'on fait très concrètement, en fait, on se connecte aux messageries des réseaux sociaux, on permet d'agréger ça, d'automatiser en partie, de filtrer, de catégoriser. C'est un peu comme une sorte de CRM de la creator economy. C'est super malin. Et qu'on vient augmenter avec de la prise de rendez-vous et du paiement. Et donc l'intérêt pour nos utilisateurs, c'est que le front de leurs clients, ça reste les réseaux sociaux. Et donc en fait, il y a une immédiateté dans la capacité à pouvoir les contacter parce que je leur envoie juste un DM sur Insta. J'ai pas besoin d'aller sur une plateforme distance. Et moi j'ai une petite question là-dessus, c'est est-ce que du coup les créateurs que tu vois passer, est-ce qu'ils ont un peu ce côté un peu structuré? C'est en fait, je pense qu'il y a certains qui ont une grosse fibre artistique et qui ont bien un peu ce côté structuré sur Instagram, peut-être de voir les gens, enfin parler directement, envoyer, si tu veux me payer, ok, je t'envoie 20 balles, j'envoie mon PayPal, c'est plié, ou mon Stripe. Et est-ce qu'ils ont ce côté un peu, un peu corporate, tu vois, de gérer un peu un CRM? Je me demande, tu vois, je me demande comment tu arrives à les faire convertir d'un esprit très artistique en mode ok, je fais comme je veux et je parlais directement sur mes DM versus tenir un CRM, l'alimenter ou tenir, tu vois. C'est pour ça qu'en fait nous, même si ça ressemble beaucoup à un CRM, en fait on n'a pas fait du CRM pur jus, quoi. C'est-à-dire en fait on est beaucoup sur l'interface juste de messages et en fait on va faciliter le côté je gère mon business via mes DM. C'est juste que j'ai des petits outils un peu pratiques qui me font gagner du temps sur ça. Mais en revanche, pour répondre à ta question, est-ce qu'ils sont structurés? J'ai envie de te dire, on a quelques utilisateurs qui viennent plutôt d'une reconversion, donc genre qui ont eu un job avant et qui, notamment c'est pas mal le cas, soit dans les médecines alternatives, soit dans le coaching, beaucoup. Et donc eux, c'est des gens qui, on va dire, pouvaient avoir des réflexes corporate avant. Ouais, c'est ça. Mais en revanche, ceux qui se lancent, et notamment on va dire du creator qui a envie de se mettre là-dedans, ou un gars qui à la sortie du lycée commence à faire du dessin, du tatouage et tout, c'est pas trop comme ça qui résonne. Et effectivement, dans la majorité des cas, c'est un peu à l'arrache, quoi. Et c'est d'ailleurs le gros problème, c'est qu'en fait ils s'en sortent pas dans leur DM parce que c'est pas organisé. Il faut qu'ils regardent dans leur Lydia, attends, est-ce que le mec il m'a payé ou pas, vas-y fais-moi plutôt ça en cash, comme ça je le déclare pas. Enfin, c'est que des trucs comme ça, mais en même temps moi je pense pas que ça soit une mauvaise façon de bosser, tu vois, c'est juste leur façon de bosser et après c'est à nous de proposer les outils qui vont bien pour correspondre à la façon dont eux ils font leur business. C'est là où les outils du community building sont quand même un peu limités sur Insta, c'est que pour aller plus loin et pour être bon, pas se perdre dans les DM et tout, c'est là où celui qui arrive à créer un esprit plus que CRM mais un peu plus de communauté entre les gens, il arrive à repérer un peu ses aficionados. Exactement. Et toi, Anthony, tu nous as pas dit ce que tu faisais, je l'ai pitché, mais... nous, ce qu'on fait donc, avec Studiomatic, on développe des studios de musique et de création de contenu vers 24/24 que les gens peuvent réserver et accéder avec leur téléphone. Nous, notre objectif à la base, il était de donner de la liberté aux artistes, aux gens qui créent du contenu comme nous le sommes en train de faire. Donc ça se matérialise aujourd'hui, on a une quinzaine de studios en France. Complètement équipés Tous équipés, tous équipés. On va avoir à la fois des studios pour les groupes de musique actuels, donc
groupes de rock, de métal, des trucs comme ça qui viennent. Donc là, on est dans un de tes studios. Là, on est dans un de mes studios. Qui voit la petite vidéo. Exactement. Là, on est dans un de nos studios et donc c'est le dernier de notre gamme, on va dire, de notre gamme. Celui pour le podcast, c'est pour justement les gens de la Creator Economy, toutes les personnes qui vont faire podcast, radio, live stream, ce genre de choses. Et donc, on peut citer peut-être le lieu. Bien sûr, on est à l'Atla, exactement, donc à Pigalle, Paris 18e. Et qui est l'école de musique que je racontais tout à l'heure. J'ai fait mes études ici et quand j'étais musicien, j'avais du mal à trouver des salles parce qu'elles sont toutes occupées par les étudiants tout le temps. Et tout étant très cher à Paris, les salles n'échappant pas à ce problème-là. Je me suis dit, en fait, ça vaut peut-être plus le coup de faire un studio. Et tous mes potes m'ont dit, mais c'est génial, si en plus il est ouvert 24/24, on va pouvoir venir. Ils ont commencé à squatter chez moi. Et je me suis dit, mais en fait, vous avez payé finalement. Non, je rigole, c'est pas passé comme ça exactement. Mais derrière cette petite blague, en réalité, ce qui est intéressant, c'est que je me suis rendu compte que le problème que moi j'avais de trouver une salle, je suis pas seul à l'avoir. Beaucoup de gens ont ce problème-là. Et en fait, lorsqu'on veut créer et qu'on veut créer surtout librement, on est astreint par plein de problématiques rien que d'espace déjà, surtout à Paris. On habite tous à Paris ici, vous savez de quoi on parle, quoi. Et faire de la musique à la maison, c'est un luxe. Donc essayer de recréer en fait des endroits dans lesquels les gens peuvent accéder avec du matériel de qualité en toute liberté, parce que la liberté, c'est pas juste la liberté de mouvement, c'est aussi la liberté de pouvoir venir à l'heure qu'on veut, qui est une liberté de mouvement en soi. Mais donc voilà, nous c'est ce qu'on fait en tout cas, c'est ce qui occupe toutes mes journées aujourd'hui. Ouais. C'est quand même pratique, tu arrives en fait, tu as un code, tu accèdes à la salle. Ouais, tu utilises ton téléphone, donc une fois que tu as fait ta réservation, tu te pointes devant la porte, tu appuies sur un bouton, ça ouvre la porte, tu rentres, tu es aidé sur le matériel, donc si tu nous as appelé à l'avance ou une personne sur place ou par des guides ou par plein de choses comme ça, et en fait tu prends possession du lieu, tu fais comme chez toi littéralement, que tu fasses n'importe quel style de musique, que ce soit du rock ou que ce soit du tango ou que tu viennes enregistrer un podcast sur la Creator Economy ou sur je sais pas moi, plein de gens qui viennent enregistrer des trucs hyper divers. On a des studios aussi pour les ingé-sons qui du coup utilisent nos studios pour monétiser leurs services. Donc ils viennent, ils sont ingénieurs du son, ils vont faire du mixage, du mastering, de l'enregistrement. Ils utilisent nos studios comme espace dans lequel ils vont accueillir leurs clients et monétiser, que ce soit donc, service d'enregistrement divers. J'ai une question. Est-ce que tu as créé une communauté justement autour de tous ces artistes et ces personnes qui travaillent dans la musique? Parce que typiquement, un producteur de musique, un musicien, une chanteuse, toutes ces personnes-là, est-ce qu'elles se rencontrent? Est-ce que tu crées des moments de rencontre? J'aimerais vraiment pouvoir dire qu'on l'a créée. En réalité, elle s'est créée malgré nous. Et du coup, les meilleures communautés, ça. Ouais. Et en fait, on est super content de ça parce que du coup, on s'en est rendu compte assez récemment, justement en réfléchissant à ce truc-là, parce qu'on s'est dit, mais qu'est-ce que viennent vraiment chercher les gens chez nous? Est-ce qu'ils viennent vraiment chercher finalement la salle? En fait, on s'est rendu compte que non, parce que même je le constate par exemple avec Alex qui a exactement même du matériel meilleure qualité chez lui que ici dans nos studios, quand bien même on vient ici parce qu'en fait on veut être ensemble. Et donc les gens, lorsqu'ils viennent dans nos studios, ils viennent pour le matériel certes, pour la salle aussi, mais surtout pour être ensemble, et ça on s'en était pas rendu compte. On s'en est rendu compte parce que en leur posant des questions, ils nous ont dit mais tu sais en fait le nouvel abonnement qu'on prend avec le groupe là, on s'est rencontrés ici chez Studiomatic. On s'est rencontrés où? Genre, on n'a jamais vu quoi. À la pause club, à la pause café, un truc comme ça. En fait la communauté elle s'est créée un petit peu comme ça par petits groupes, et là justement on commence à réfléchir à travailler diverses façons de l'améliorer. En tout cas, ce qu'on essaie de faire, c'est plutôt de leur donner les outils qui leur permettraient d'aller beaucoup plus loin dans cet aspect de communauté. Et, voilà, c'est encore nouveau pour nous, mais on apprend et on espère faire mieux. Et, pardon, vous disiez. Ouais, non, j'avais une question. En fait, je me disais, est-ce que tu as, par exemple, changé la façon de concevoir les studios avec un peu plus des espaces pour qu'ils se retrouvent ou des trucs comme ça? Ouais, bien. Ouais, complètement. C'est quelque chose qui nous a été beaucoup demandé. Donc, la façon dont on s'est développé dans des bâtiments qui ne nous appartiennent pas à la base. Ce qui fait que du coup on était un peu contraint par l'espace tel qu'il était, mais bon, il faut bien commencer quelque part, et nous ça nous a permis justement de comprendre, de voir comment ça se passait dans les studios, de faire les salles privatives d'abord et de travailler après sur le reste. Et en fait c'est un des retours qu'on a eu le plus, c'est il manque un endroit. Alors dans les entreprises c'est la petite machine à café, chez nous c'est la pause clope.
mais tous veulent un endroit dans lequel tu viens, tu peux te poser. Donc là, ici, on est à l'école de musique. Ils ont une sorte de petite cafétéria dans lesquelles tu vas passer ton temps en dehors des cours. Et c'est là où tu rencontres en fait les gens, où tu fais tes premiers contacts. Les contacts que j'ai aujourd'hui à 29 ans, c'est les mêmes contacts que j'avais à 18 ans que je me suis fait ici. Et cet espace-là, pour nous, il nous manque encore. Donc c'est pour ça que là, la façon dont, par exemple, on conçoit avec nos nouveaux architectes les nouveaux bâtiments, on ouvre un gros bâtiment à Roubaix de 1800 m² dans lequel il va y avoir une salle de concert, des studios. On a récupéré un ancien bowling et là, par exemple, on conçoit vraiment l'espace avec l'objectif de favoriser la rencontre. Avant d'avoir en fait des salles dans lesquelles tu vas être privé, on essaie de favoriser ça. Une saine friction entre les gens. Ouais. Je pense qu'il y a un gros sujet, je pense. Moi, je voyais souvent, il y avait des petites agences de post-prod YouTube, par exemple, post-prod. Je pense que quand tu es créateur, c'est le gros sujet. Je pense que tous les podcasteurs ici ou les gens qui tiennent ce genre de contenu, c'est le sujet un peu compliqué. Et je pense qu'il y a un gros sujet peut-être de pouvoir connecter justement ce genre de personnes-là qui gèrent cette partie post-prod avec donc, du coup tes musiciens qui viennent. Et là, notamment la structure de Roubaix, je pense que c'est ça. Roubaix, et je pense que ça va être énorme pour ça. Parce qu'en fait, les gens vont venir déjà, je pense déjà pour se dire, ok, j'ai un maxi accompagnement, je viens faire mon son, je viens faire ma prod. Et après derrière, je sais que j'ai des gens qui peuvent m'aider derrière. C'est très clairvoyant parce que c'est justement beaucoup des choses qui nous ont été demandées. Tu vois, la personne qui arrive dans le studio et qui a fait le groupe de rappeurs, par exemple, souvent nous demande les gars, vous connaissez pas des gens pour la vidéo, pour le clip ou le musicien va dire, vous connaissez pas un ingénieur du son qui peut me mixer mon dernier EP, ou la personne qui fait du podcast, tout de la post-prod et tout. Et voilà, là c'est ce qu'on essaie de faire. C'est vrai que c'est difficile parce que faut trouver les bons outils, la bonne manière de le faire, pas imposer non plus aux gens une manière de faire. Je disais pour les CRM, très juste comme question. On a ce genre de demande, on essaie encore de trouver les outils. Ouais, je pense qu'il y a un énorme coup à jouer là-dessus. Parce que du coup, même. En fait, c'est que chacun se retrouve un peu dans la chaîne de valeur, donc la création. Et en fait, tu facilites le taf de certains, peut-être de trouver la prospection. Comment vous gérez ça, justement, cet aspect-là de. Vous avez des gens, vous savez qu'ils partagent la même passion, vous savez qu'ils font les mêmes choses, qui tournent autour des mêmes sujets. Comment vous faites pour les connecter entre eux sans non plus arriver. Tiens, la mise à relation mail, tu vois. Vous voyez de quoi je parle? Moi, je peux répondre. Vas-y, tiens. Parce que du coup, nous, c'est exactement ce qu'on fait. Enfin, ils sont tous rassemblés par l'entrepreneuriat, le venture capital, et en fait, on en a beaucoup. Et on s'est rendu compte que la seule chose qui fonctionne, en fait, c'est de vraiment les connaître, et c'est de façon très informelle. Et de se dire, en fait, voilà, je connais quels sont tes besoins, je connais tes histoires. Et j'avoue, je connais pas les histoires de tout le monde, des 100 personnes. Mais par contre, au moins, je dirais pas la moitié, je dirais 20 personnes. Je les connais bien, et du coup, c'est celles avec qui je peux en fait vraiment les aider et les mettre en relation. Mais mon objectif, ce serait vraiment de connaître tout le monde. Et c'est pour ça que c'est super dur. Et c'est pour ça que j'ai fait Minimum Viable Coffee. Comme ça, je connais les gens et je connais quels sont leurs besoins. Et je peux les connecter entre eux. Ouais. Ils arrivent justement après, une fois qu'ils sont connectés entre eux, à connecter d'autres personnes du reste du groupe. On vient juste de lancer, mais pour le moment, ce qu'on a fait, du coup, c'est uniquement sur invitation. Et on a créé un petit formulaire. Et donc, du coup, il y a un directory déjà de toutes les personnes qu'ils vont rencontrer en avance avec sur quoi ils peuvent apporter leur aide, quels sont leurs besoins, etc. Et donc, après, comme ça, quand ils se voient, ils savent exactement de quoi ils peuvent parler. Mais donc, du coup, ce qui est important, c'est de connaître les gens. Mais oui, c'est ça. Quand tu c'est du relationnel. Ouais. Ce qui fait la différence, c'est tu peux rapprocher des gens qui ont des choses à se dire. Parce que lâcher des gens dans une même pièce, s'ils ont des profils différents. Non mais c'est un peu le principe. Ça ressemble à ça aussi sur internet, de mettre tout le monde, je sais pas, sur le même espace en disant allez les gars. Du coup, faut une très bonne mémoire. Voilà, c'est la réponse. Faut une bonne mémoire. En fait, c'est du relationnel, ouais. C'est que pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de community builders qui cherchent un super CRM, c'est parce que quand tu es un bon community builder, pas que tu es un bon vendeur, mais tu dois connaître tes clients. Alors là, c'est pas des clients, c'est des membres, mais des fois la frontière elle est ténue, et dans tous les cas, faut connaître les gens pour bien les matchmaker, pas faire perdre leur temps, quoi. Mais là-dessus, moi j'avais peut-être une petite observation, c'est-à-dire là on a parlé de gens, des musiciens qui en fait mécaniquement en fait travaillent quand même déjà en groupe. Donc en fait ils rencontrent d'autres gens et ça fait un peu partie de leur mode de fonctionnement. Dans la créateur économie, tu as quand même
plein de gens qui en fait bossent un peu tout seuls. Et Et, par ouais, exemple, t'as beaucoup d'exemples de tatoueurs, enfin tu me disais, t'as beaucoup de Ouais. tatoueurs, autos comme ça. qui peuvent C'est le des faire personnes chez qui eux. bossent seuls, non Ouais. Bah, Ils connectent entre eux. après, le tatouage, ils arrivent parfois, tu vois, à faire un petit collectif, ils se rencontrent sur des salons, il y a des trucs comme ça, mais quand je pense, par exemple, tu vois, plutôt à des gens qui font du coaching, même des thérapeutes, etc., souvent, c'est des pratiques assez solitaires. Et je voyais, en fait, il y a un peu... Souvent, on répond un peu ce besoin d'être ensemble et parfois aussi de solidarité par une approche assez business, soit du networking, soit de l'aide, entre guillemets, tu vois, un peu des groupes d'entraide. Alors qu'en fait, parfois, c'est juste, j'ai pas envie d'être tout seul. Et quand tu regardes un peu sur Insta, dans tout ce qui est coaching, etc., je pense qu'il y a plein de comptes qui marchent bien juste parce qu'ils sont là pour te dire t'inquiète, t'es pas tout seul. Et je pense en fait un des trucs de la créateur économie, c'est que c'est à la fois le truc qui est génial, c'est qu'avec ton téléphone tout seul dans ta chambre, tu peux faire un truc, mais en même temps, t'es tout seul dans ta chambre. Je trouve que ça a un côté assez solitaire, la créateur économie, quand tu vois justement qu'il doit faire des vidéos, du contenu, etc. Ça prend du temps et ça peut parfois paraître aux yeux des autres, typiquement aux yeux par rapport aux jeunes, ça peut exclure aussi un petit peu. Donc il y a peut-être un truc à faire sur la solitude du créateur. Ouais, non, je pense clairement, il y a, en tout cas, de cette idée de communauté. Je pense en France, il y a enfin, dans le monde, quoi, mais on est en France, on parle de la France, quoi, mais en tout cas, il y aura un intérêt à plus réunir les créateurs, parce que en plus, j'entendais j'ai oublié son nom, donc en fait ça a pas beaucoup de valeur sur d'accord. Elle est sur le comptoir, quoi. Non, pour le coup, vous allez peut-être avoir son nom. Ils ont créé une sorte de prix de la créateur économique. Ah oui, j'ai vu passer. Ah, si, je sais. Bip. Ouais, Je peux dire vas-y. C'est Kills. C'est Kills, exactement. Ouais, boum, j'ai gagné. C'est Kills. Il nous faut un beeper, hein. C'est le fondateur et donc, c'est le fondateur de... La For You Awards, ils ont fait. Exactement, merci. Ah, j'ai deux belles bips. Hein. Et typiquement, en fait, lui, ça partait de ça. Je l'entendais dans un podcast où il disait moi, parler avec mes potes de ce que c'est que d'avoir 1 million de followers et de mon travail, en fait, ils comprennent pas. Et donc, en fait, tu te sens un peu tout seul. Et donc, de pouvoir retrouver d'autres personnes. Après, les créateurs, ils se connaissent entre eux. Hein. Et à partir d'une certaine audience, ouais, ils s'identifient, ça chasse en groupe un peu des fois aussi, ça ne montre pas forcément. Mais... Ouais, c'est que en fait, je pense que c'est un des gros sujets, et je vais rebondir sur ça, parce que je pense la partie regroupement des gens, je pense que ça doit plus se jouer sur la partie long tail, mid. Ouais. Les high, en fait, c'est bon, en fait, ils ont leur réseau, puis déjà, de base, qu'on va évoluer, je pense, même en tant que dans le business que dans la partie création, obligé d'avoir ton réseau pour développer des deals et tout. Donc je pense que cette partie-là, déjà, en fait, elles sont déjà bien accompagnées. C'est, je pense, la grosse partie des long tail, en fait, qui ont besoin peut-être de se développer pour arriver à la mid. Et ces gens-là, en fait, ils sont seuls. Ouais, là, ils sont seuls. Là, je pense que tu as énormément de gens, par exemple, du 0 à 6 mois, où là, tu galères tout seul à monter ton truc, et c'est la résilience personnelle qui fait la... Et la créateur économie, il ne faut pas oublier qu'elle a décollé pendant les confinements. Oui, c'est que, vrai, t'as raison. Ok, l'usage... Seulement au moment où t'es seul. Et, en ouais, fait. et au moment où t'es seul. Ouais. Et aujourd'hui, et c'est en ça que moi, C'est rigolo. Biomatique arrive à un moment donné incroyable, c'est que les gens ont envie de sortir, ont envie de se rencontrer, et c'est possible. Et il n'y a plus... donc, je pense que dans tes lieux, tu vas avoir, comme disait Ange, un mix entre des musiciens, des podcasteurs, des gens qui veulent sortir. C'est ce qu'on rêve et ce qu'on commence à observer d'ailleurs, du coup, ce sorte de rêve que j'avais au départ qui commence à devenir un petit peu réalité, où en fait, on a des gens qui par exemple utilisent tout type de studio, ils vont venir, c'est un groupe de musique, un groupe de pop, tout comme ça. Il va devoir enregistrer dans le studio d'à côté d'enregistrement, donc il va rencontrer en fait à la sortie du studio les mecs qui sont juste avant, qui font de la trappe d'Atlanta quoi. Et ils vont parler ces gens-là, ils vont se rendre compte que fondamentalement, déjà ils aiment la musique, ce qui est le spectre abstrait est large, mais surtout qu'ils ont des façons complètement différentes de traiter le sujet du business derrière la musique, de comment t'en vis, et ils vont s'apporter mutuellement des conseils qui sont hyper intéressants. Puis ce même groupe, il va peut-être en fait par une influence de ce type-là, se mettre à faire des podcasts parce qu'il va se rendre compte que le content fonctionne aussi pour véhiculer et marketer son produit musical. Et je trouve ça hyper intéressant. Donc c'est pour ça que je pense maintenant les gens aiment venir comme ça, c'est rencontrer en fait des personnes qu'ils n'ont pas la capacité de rencontrer s'ils restent seuls chez eux.
On m'a souvent posé, alors pas posé cette question, c'est même plutôt une réflexion que j'ai eue de la part. Les fonds, vous savez, les questions qu'on vous pose souvent. Mais j'ai mon pote, il peut avoir son studio chez lui. Il habite dans un chalet à la montagne, il fait du son et il fait très bien du son, quoi. Ouais, mais dans ton chalet à la montagne, t'es tout seul, mon pote. Et en fait, c'est super dur, même si à l'heure d'internet, on a des facilités à parler avec les gens. C'est quand même super dur de rencontrer et de créer des connexions en dehors de l'aspect physique, surtout dans la partie créative, quoi, je trouve. Et c'est ça qu'il y a dans les tiers-lieux post-2021, post-Covid, quoi. C'est que les gens, ils se voient moins, mais ils se voient mieux. Ils se voient mieux. Ils se voient mieux. Et peut-être qu'avant, on faisait des lieux où on voulait qu'ils soient tout le temps là, les gens. Et donc, du coup, ça marchait même pas forcément, même quand ils étaient tout le temps là. Mais là, quand on se voit, c'est pour des bonnes raisons, quoi. Donc, le mec, il peut être tout seul dans son chalet, mais il peut décider d'aller 1 ou 2 jours par semaine dans ton lieu. Il va avoir certainement une meilleure qualité de relation. Je trouve c'est vrai que se voir moins mais se voir mieux. Ça je l'ai remarqué dans les communautés. Mais il y a beaucoup de communes, pas beaucoup, je sais pas, mais j'en ai vu. Le fil d'Ariane, c'était toute la semaine en physique à coup d'apéro ou de meet-up et tout machin. Puis le Covid est passé par là, il y en a beaucoup de tiers-lieux qui ont dégagé. Beaucoup de coworking qui ont eu mal. Mais ceux qui ont résisté, c'est ceux qui ont réussi à créer des routines peut-être moins fréquentes, mais où pour le coup, quand on se voit bien, quoi. Ou une villa, on a la France entière comme terrain de jeu. Et alors moi, je voulais vous poser une question sur, justement, le mec dans son chalet, ou le prof de yoga dans son studio ou ailleurs. C'est quoi les outils qu'ils utilisent? Il faut bien comprendre, parce que dans la créateur économie, il y a outils, et donc un musicien, ça va utiliser la même chose qu'un coach. Donc, toi, Étienne, quand ils essayent de se marketer, on a compris que c'était Insta, mais tu vois un peu le genre d'outils qu'ils utilisent? En fait, moi ce que je vois, c'est qu'ils sont ça fait beau scratch. Moi ce que je vois, c'est qu'ils utilisent peu d'outils, ou en tout cas, en fait, aujourd'hui, tu vois, dans la créateur économie, il y a énormément d'outils, beaucoup en anglais par ailleurs. Et moi, je me rends compte avec les gens avec lesquels on travaille, parce que nous, on a même des fois, en fait, notre application, notre marketing, au début, on a tout fait en anglais. Et en fait, on a plein de gens qui nous disent, en fait, c'est pas pratique pour moi, quoi. Donc, il y a plein d'outils, mais ils les utilisent pas forcément, ou ils les utilisent ponctuellement. Donc, moi, ce que je vois, c'est en fait, ils utilisent plutôt. Là, je parlais avec une nail artiste il y a 2 jours, elle me dit, moi, j'aime bien Excel. Genre vraiment, en fait, les trucs à l'ancienne, mais en fait, ça marche bien, quoi. Donc, mais c'est quasiment des artisans, en fait, finalement. C'est des gens qui sont éduqués sur une certaine. Ils sont pas forcément éduqués, en fait, mais c'est plus que les outils qui sont disponibles, ils leur parlent pas forcément tout de suite. Et là-dessus, moi, j'ai eu un retour que je trouvais pas mal de Thomas Angeret, qui est le fondateur de Be-Influence, donc qui est une grosse agence. Il me disait, en fait, le truc, c'est que les créateurs, les influenceurs, ils ont été démarchés par des palanquets d'outils, mais alors dans tous les sens. À chaque fois, on leur a promis que ça allait révolutionner leur vie, puis dans les faits, pas trop. Et donc, lui, ce qu'il me disait, c'est maintenant, en fait, les influenceurs, ils sont un petit peu réticents, et finalement, c'est plus confortable de bosser avec les outils que tu connais déjà un peu ou pas trop. Donc, en fait, il y a un enjeu quand tu veux proposer un outil, d'avoir un outil qui est tout de suite quand même vraiment bien pour que les gens en fait l'adoptent, quoi. J'ai une question. Mais est-ce que ça dépend pas de la génération? Typiquement la génération Z, elle va peut-être pas utiliser Excel. Non, elle n'utilise pas Excel, mais en fait, pour répondre à ta question sur la génération Z, on les a vus aussi. Ils sont pas forcément très très outillés non plus. Mais donc, ce qui fait qu'ils ne sont pas hyper organisés, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser du DM, ils vont utiliser, tu vois, différentes solutions de paiement. Mais tu vois, même par exemple un Stripe, en fait, Stripe, c'est compliqué pour quelqu'un qui n'est pas... et donc, en fait, tu vois, genre, il y a plein d'outils qui, en fait, s'adressent quand même déjà à des créateurs qui ont déjà une vraie familiarité. Tu vois, même, il y a plein d'outils qui sont, tu vois, autour des insights, autour de comment tu peux... Et en fait, ça demande une vraie culture de je comprends ce que c'est que ma communauté. En fait, ça demande un vrai niveau d'expertise en termes de créateur économie pour t'emparer pleinement de ces outils-là. Et qu'est-ce que tu penses des links in bio, même pour les musiciens? Parce qu'au final, tout le monde a son link in bio et c'est un bon moyen pour
convertir et mettre du booking, mettre du contenu exclusif, etc. C'est un outil justement qui a été genre hyper visible, hyper évident pour plein de gens. Parce que en fait, tu avais la limitation d'Insta, la limitation de TikTok en fait sur qu'est-ce que tu peux mettre comme lien. Et le fait de ne pas pouvoir mettre des liens pour que en gros ils t'enferment et que tu restes dans la plateforme et que tu peux en sortir. Donc ouais, clairement les links in bio, ça, je trouve c'est un outil qui est assez évident. Après, vu que c'est tellement évident, en fait Instagram est en train de sortir le sien et donc en fait ça les oblige aujourd'hui à proposer d'autres choses. Moi j'aime bien là-dessus par exemple Koji qui propose en fait un peu cette idée d'avoir plein de briques, une sorte un peu de territoire applicatif dans lequel tu vas pouvoir mettre un peu tous les trucs dont tu as besoin. Et donc en fait Koji devient limite ton stack par défaut dans lequel tu vas rajouter les applications au fur et à mesure où tu en as besoin. Mais à la base c'est un link pro artiste. C'est brandé créateur. Okay. Mais c'est du link in bio à la base. Okay. Et c'est juste qu'en fait, sur ton link in bio, ça devient vraiment une sorte de porte ouverte sur plein de trucs sur lesquels tu peux mettre des applications. Que ce soit pour gérer le booking, que ce soit pour. Je trouve en fait, typiquement, ça c'est un outil de link in bio qui a réussi à dépasser le juste. Je propose des liens. Ouais. Mais ce qui est intéressant dans les link in bio, justement, c'est que une fois que les créateurs, justement, ils partagent son link in bio, du coup, ça fait connaître aussi l'entreprise auprès de toute sa communauté, parce que du coup, on voit le nom du link in bio, typiquement le nom que tu dis, dans toutes les bios de link in bio des créateurs. Et je trouve qu'en termes de marketing, c'est assez puissant. On l'avait étudié ensemble justement. On a fait un deep dive là-dessus, donc je ressors mes connaissances. Et je trouvais ça intéressant. Qui m'intéressait, c'était sur le point que tu disais, c'est que en fait, la flopée d'outils qui est tombée pour les créateurs de contenu, c'est génial parce qu'au final, avant ils n'avaient pas grand chose et d'un coup ils ont énormément de choses, mais du coup ils sont submergés par les outils. Et du coup, je trouve que ton approche, quand tu m'as expliqué il y a un moment, du coup, Edgar et tout, je trouve ça excellent parce qu'en fait tu avais attaqué une niche de créateurs, parce qu'en fait, du coup, tu es obligé, par définition, de les connaître vraiment bien pour savoir comment tu vas les approcher. Je sais pas s'il y a un sujet autour de ça, peut-être au lieu de peut-être adresser tous les créateurs en même temps, peut-être focus uniquement sur une niche et vraiment ajuster le produit à la niche en question. Tu vois. Parce que, ça c'est vrai en fait, c'est un peu les conseils qu'on donne à n'importe quel entrepreneur, tu vois, quand tu veux monter une boîte, quoi. C'est tu lui dis en fait trouve une cible, trouve un problème, genre les plus spécifiques dans les deux cas, et trouve une cible qui est prête à payer pour le problème que tu résous, quoi. Mais donc oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Là où je le vois sur la créateur économie, c'est peut-être limite de se dire, je pense qu'il y a un effet de mode autour de, enfin tu vois, que ce soit les investisseurs, que ce soit les entrepreneurs, il y a un truc qui se passe, tu vois. Donc forcément, tout le monde s'excite, on lance plein d'outils dans tous les sens. Après, effectivement, genre il y a plein de link in bio. Et donc en fait, dans quelques années, qu'est-ce qui va rester de ces boîtes-là ? Donc en fait, tu as aussi une concurrence entre les outils. Et tu parlais notamment de la long tail. Aujourd'hui, la créateur économie, en fait, elle est quand même vraiment... Il y a quand même très peu de gens qui en vivent vraiment. Et tous ces outils-là, à chaque fois, ils coûtent de l'argent. Moi, en fait, je me pose la question de la viabilité économique de toute cette économie, et notamment, tu vois, puisque tu disais, Edgar, SaaS, et je disais non, on n'est pas trop un SaaS, etc. C'est parce que justement, le modèle un peu SaaS de je vais faire payer et je vais grandir un peu avec mes users, je sais pas, enfin, en gros, j'attends un peu de voir ce que ça va donner, parce qu'il y a tellement d'outils pour une économie qui est aujourd'hui, en fait, le réservoir de valeur, il n'est pas non plus immense aujourd'hui, en tout cas. Ouais, c'est le point, c'est le fait de faire payer les gens. J'en discutais un peu avec quelqu'un cette semaine, et le fait de faire payer les gens upfront, en fait, qui est super compliqué, parce que en fait la long tail, en fait, je pense qu'il y a aussi peut-être un enjeu de aider le créateur aussi à générer plus d'argent. Tu as beaucoup de business model commission based, c'est-à-dire la Substack. Voilà, Substack comme tout le monde, en fait, et c'est plus facile parce qu'au final tu dis t'inquiète pas, créateur, je suis derrière toi et je reprends mon pourcentage dès que tu décolles. Moi je réussis. Et peut-être qu'il y a aussi un intérêt aussi de aider le créateur aussi à se développer, de passer peut-être de la longue à la mid, ou bien entre guillemets du nano au micro, quoi. Et en fait,
si on après c'est compliqué parce que c'est peut-être un peu pivoter son métier qui est à la base fournir un service versus fournir une aide, un accompagnement. Mais je pense que si on arrive à aider le créateur à évoluer, en fait c'est comme si on pouvait l'aider à payer upfront en fait in fine. Ouais, et après ouais, c'est ouais. super dur quoi. Il y a pensé parce que vraiment par les outils, justement ça, ce que je trouve étonnant en fait, c'est que vu qu'il y a une sorte de flopée d'outils qui arrive pour les créateurs, j'ai vraiment l'impression que tous les outils que les créateurs ont besoin sont déjà là. Je m'étais fait cette réflexion, par exemple j'avais invité une personne qui fait du booking, donc trouver des dates de concert et tout, un booker, à venir parler, et en fait tout son système de booking était basé sur de l'Excel. Je lui ai dit mais tu connais un truc genre HubSpot, CRM basique et tout, et en fait la majorité du temps non. Et là du coup dans les nouvelles conférences que je fais, j'intègre systématiquement une notion d'outil où je leur parle d'outils qui à nous parlent, Typeform, Stripe, et j'ai l'impression que c'est genre ils découvrent le feu sans être méchant, mais c'est un peu ce truc là où moi j'ai surtout l'impression qu'en fait les outils que nous on a dans le milieu entrepreneurial sont largement suffisants et en fait sont déjà très très bons pour les artistes, juste ils n'ont jamais été brandés et marketés comme pour les créateurs. Il y a peut-être ça, ouais. Mais moi j'ai peut-être une réponse aussi, que ton homme des cavernes n'est pas si homme des cavernes que ça, c'est qu'il sait bien compter. Et que souvent, quand tu mets bout à bout les forfaits, ça fait une taxe, c'est une vraie taxe. C'est vrai que ça fait Alors ton petit Excel aujourd'hui, Microsoft Office, je sais pas combien il est, et Google c'est free. Donc il y a peut-être aussi ça. Il y a peut-être aussi ça. Je pense, après il y a aussi une sorte de il y a un truc, il y a un aspect créatif à faire de l'Excel. Les personnes que je voyais dans la musique qui font des Excel, pas des mêmes Excel que nous, hein. Des couleurs partout et tout, non, Excel créatif. Mais ce que je trouvais en fait étonnant, c'est que effectivement, même si c'est des services, il y en a beaucoup qui sont en abonnement. Le HubSpot de base gratuit, beaucoup de choses gratuites. le Typeform gratuit, le Stripe sur commission. Typeform non. Beaucoup de choses. Et c'est nous. Non, Typeform c'est jusqu'à 10 questions, je crois. Ouais. Et après, par contre, tu peux utiliser Tally. Tally en plus c'est relié à Notion et c'est gratuit, unlimited. Français, ouais, j'adore. Moi, j'utilise que ça maintenant. Notion, des choses comme ça, et tout fait, intégré. J'ai fait découvrir ça à un de mes meilleurs amis qui est prof de guitare. Mais c'est génial, genre je vais pouvoir mettre des cours dessus et donner un accès restreint à des élèves et faire quelque chose de. Tu peux faire ça. Mensuellement mes cours. En fait, c'est plus. Moi, j'ai vraiment plutôt l'impression qu'il y a un mindset qui arrive un peu à retard, pardon. D'éducation, en fait. Des créateurs qui n'étaient pas les trucs entrepreneuriaux qu'on nous rabâche depuis des années. Mais pourquoi on leur apprend pas ça dans l'école? Genre là, par exemple, dans l'école dans laquelle on est, ils devraient apprendre ça. Et je me bats pour ça. Je suis venu faire une conférence ici justement pour ce genre de ouais. J'y étais moi il y a du coup 11 ans de ça. Coup de vieux d'un coup. En fait, on n'avait pas du tout ça. Nous, on parlait d'intermittence du spectacle. L'intermittence du spectacle, tu vois pas, c'est tu vas à Pôle emploi littéralement. T'apprends à être chômeur en gros. Parce que les musiciens sont en quelque sorte des entrepreneurs. Ils doivent trouver le product market fit, leur audience, le branding, la vente, etc. Mille fois d'accord avec toi. Et plus j'ai avancé dans le milieu du coup, j'ai opéré cette reconversion là de musicien professionnel à chef d'entreprise. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, oui, c'est déjà le mindset qui nous manque, et surtout qu'en fait, mon métier de musicien professionnel est très peu différent de mon métier d'entrepreneur. Je vais avoir les mêmes problématiques. Je suis seul, je monte quelque chose, je dois maîtriser une variété de sujets assez complexes et assez larges. Dans la musique, c'est pareil. Il y a effectivement jouer de son instrument, donc son produit, mais il y a aussi tout le fait de le marketer, l'utiliser correctement, le monétiser. Et en fait, c'est très, très proche de la vie d'entrepreneur à mon sens. Et je pense que ce qui est cool avec ces outils-là, c'est que ça permet aux artistes surtout d'être plus entreprenants. Pas forcément plus entrepreneurs, mais plus entreprenants tout simplement. Et peut-être ce qui leur manquait avant. Voilà. Et garder du temps pour la créativité. Qui se demandent où être plugué sur les bonnes idées d'outils, tout ça machin. Il y a une super commune qui s'appelle No Code France qui est vraiment c'est le maker-pad français un peu. C'est vraiment le lieu où il faut être pour discuter avec des gens. Ça fait longtemps que je suis pas allé. Et ce mouvement No Code, moi, il s'appelait pas No Code il y a 5 ans, mais il y a déjà 5 ans, moi j'ai essayé de parler des entrepreneurs en parlant de toutes ces apps et tout. Et c'est cool que le mouvement maintenant soit marketé No Code depuis 2-3 ans là. Parce que on voit que toute cette population, peut être des artisans, ça, ils se retrouvent, ils se parlent. Allez sur No Code France, c'est vraiment génial, il y a un super podcast et tout. Le temps avance. J'avais une question, je sais pas si ça va être la dernière, mais cette notion de frontière entre gig économie et créateur économie,
C'est-à-dire, en gros, on parle de créateur économie, mais moi j'entends aussi beaucoup de confusion dans des podcasts, ailleurs, de leaders qui prennent la parole, notamment de leaders dans le Web3, et qui disent que, quand ils expliquent la créateur économie, en fait, ils décrivent la gig économie, c'est-à-dire en gros la capacité pour quelqu'un de pouvoir réaliser des petites tâches, d'être indépendant et d'être rémunéré pour ça. Et c'est vrai que la frontière peut être ténue. Donc la question qui est derrière, c'est est-ce que, quand on parle de créateur économie, est-ce qu'il faut simplement parler de ceux qui créent du contenu? Alors, moi, je pense en fait la frontière, elle est très significative, et pour moi, en tout cas, c'est hyper différent. Parce que, en fait, quand la gig, en fait, c'est une vraie confusion. Ouais, en fait, tu vois, comme je le disais là, tu vois, par rapport à nous, cette nouvelle génération de service creators, pourquoi on parle de service creators? C'est parce qu'en fait, ils n'ont pas envie de vendre juste de la presta. En fait, ils vendent, ou en tout cas, ils sont choisis pour leur univers, pour leur individualité, pour quelque chose d'unique qui propose une singularité. Et ça, je pense, en fait, c'est un truc qui est quand même déterminant dans le sens où la gig economy, c'est de la presta. En fait, en gros, tu vends ta force de travail. Dans la creator economy, en fait, tu vends un univers, tu vends en fait ce que t'es, et tu vends ta singularité. Et je pense que ça, c'est t'es honneur. Voilà, et ça, c'est aussi l'autre élément, c'est que t'es quand même beaucoup moins t'es beaucoup moins intermédiaire, pardon. Tu vois, c'est-à-dire que quand tu vends juste ta force de travail, le truc le plus efficace, c'est d'être sur une plateforme qui t'apporte du boulot. Typiquement, tu es sur Uber, tu es sur Deliveroo, voilà, en fait, c'est ça, c'est-à-dire je suis livreur, je vais sur une plateforme qui va m'apporter des gigs de livraison. Comme Fiverr, ouais. En fait, tu deviens un peu esclave de ce truc-là, tu maîtrises pas tes marges et tout ça. Là, à l'inverse, la creator economy, en fait, bien sûr, tu es aussi dépendant des plateformes, sauf que les plateformes, en fait, c'est plutôt des médias. Donc tu crées du contenu qui alimente ces médias, etc. Donc il y a aussi un enjeu de esclave de l'algorithme. C'est un autre problème, mais en fait, dans tous les cas, tu as un truc qui est je suis moins dépendant économiquement. En fait, c'est-à-dire que c'est quand même moi qui propose mon truc. D'ailleurs, on le voit sur les créateurs qui sont assez un peu plus matures. En fait, au final, ils proposent leur propre site internet, leur propre app. Et en fait, ils essayent de se monétiser et d'être un peu propriétaires de leur communauté. C'est vraiment une confusion moi qui m'horripile. C'est ce côté, comme tu dis, c'est vraiment pas la même chose, c'est pas le même truc. Et c'est vrai qu'en ce moment, dans tout ce qui est métaverse, il y a un autre élément qui émerge. On parle de musique, on parle de services, mais finalement, dans toutes ces innovations du Web3, il y a aussi l'asset digital qui arrive. Alors, des créateurs qui créent des choses en 3D, qui créent... Et donc oui, c'est du contenu, mais finalement, c'est pas parce qu'ils vont faire ça pour les autres qu'ils vont se marketer, qu'ils intègrent complètement le mouvement de la creator economy. À partir du moment où ils productisent pas, ou que c'est pas relié à leur personne, ou que c'est pas singulier, c'est là où on peut pas parler de creator economy. Je pense qu'Étienne a vraiment mis le doigt sur cette notion-là, c'est la notion de singularité. Quand on prend l'exemple Uber, Deliveroo, des trucs comme ça, sans vouloir réifier non plus la personne, mais la personne qui vient te livrer ta bouffe ou qui t'emmène en voiture, elle est fongible, pour utiliser un mot du Web3. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, que ce soit la personne que tu as eue là, ou la personne ou une autre personne, en réalité, ton gig, il est le même. On t'a emmené d'un point A à un point B, t'as livré ta bouffe. Dans la musique, c'est pas pareil. La musique, l'art, la creator economy, on le voit sur Patreon, on s'abonne par exemple à des gens, on s'abonne à une singularité, à une personne dans son essence et ce qu'elle véhicule et ce qu'elle crée et ce qu'elle sort. Et je pense que c'est vraiment là toute la différence entre la gig economy et la creator economy, c'est cette notion de singularité. Et c'est ça qu'on subventionne en réalité lorsqu'on je pense, met de l'argent. Par exemple, je suis des gens sur Patreon, on leur donne de l'argent pour qu'ils restent singuliers, en fait, pour qu'ils restent singuliers. Et alors que lorsque je prends un VTC, quoi que ce soit, je me rappelle pas du dernier VTC que j'ai pris. Je me rappelle par contre du dernier Patreon que j'ai subventionné parce que je sais que c'est une personne singulière ou des choses comme ça. Et moi, c'est en ça que je vois la différence. Et ouais, clairement, le différence des deux.
Est-ce qu'on peut dire du coup que la creator economy c'est du personal branding monétisable pour faire plus short, contrairement à la gig economy où il n'y a pas de personal branding. C'est vrai que tu fais pas de personal branding sur ta façon de livrer, Non. ou alors c'est un peu chelou, mais Et white label. Ouais. je livre mieux que les autres. Et après, moi, ce que je trouve aussi intéressant, c'est Ça je pourrait trouve être un que c'est truc. aussi un meilleur partage de la valeur. Tu vois, c'est une économie aussi qui est, je pense, aussi plus souhaitable et plus soutenable. Tu vois, c'est un truc tout bête, mais en gros, là, en fait, la captation de la valeur, elle est différente, et même si elle se partage, je trouve que le créateur, il est beaucoup plus, comme tu l'as dit, honneur. Donc, effectivement, c'est une monétisation. Mais ouais, il y a un caractère, en fait, je trouve plus souhaitable dans cette économie, parce qu'on a beaucoup vilipendé, tu vois, justement la gig economy en disant voilà ce que le numérique et le digital fait à l'économie réelle, et avec ce truc de dire en fait ça c'est nocif pour la société. Ce que je trouve génial avec la creator economy, c'est que c'est l'exact opposé en fait. Moi je trouve ça amène de la création, ça amène en gros de la joie, du bonheur, de la singularité, ça amène des identités, plein de gens qui se reconnaissent. Je trouve ça beaucoup plus inclusif et beaucoup plus meilleur pour la société, quoi. Franchement, le truc de soyez différents et soyez payés pour ça, c'est ouf en réalité quand on y pense. Ça permet à n'importe quelle personne qui aurait pu avoir un job un peu moins valorisant pour la personne qu'elle est, de prendre parti sur ça, et de, même si elle n'en fait pas sa vie, elle n'en gagne pas ses revenus pour en vivre, au moins se donner une porte, une sorte d'escape, quoi, et de le monétiser, et donc d'en comprendre aussi la valeur. Et je trouve ça hyper fort, c'est ça que je trouve. C'est le nouveau side project. J'ai une dernière question, je sais pas si je peux. Mais est-ce que la creator economy est plus éthique ? Parce que par définition, du coup, il y a des personnes qui influencent d'autres personnes, et parfois pas forcément positivement. Par exemple avec du dropshipping, avec des messages qui sont pas forcément bons. Et moi, je vois ma petite sœur, parfois, elle reproduit des choses, et je lui dis, mais t'as vu ça où ? Ouais, sur TikTok, etc. Justement par des créateurs. Et est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une creator economy plus éthique ? Voilà, petite ouverture. Je sais pas si du coup les personnes qui font des choses sur TikTok, on peut vraiment les considérer comme des créateurs, mais plus comme de l'influence en fait. Parce que c'est ça qui est difficile. Il y a la notion de création, le contenu qu'on crée et tout ça, la façon dont il est consommé, c'est quelque chose. Après, il y a l'influence que ce contenu a sur les personnes, et ça, je pense que malheureusement, le créateur, il n'a pas la capacité d'avoir la main dessus. C'est difficile, surtout sur les réseaux où tout peut échapper assez rapidement. Je suis pas un grand utilisateur de TikTok, mais c'est vrai que l'aspect viral est quand même très, très fort, beaucoup plus fort que sur les autres plateformes. C'est ça la différence, c'est que l'influenceur en général, il est très lié à une plateforme, et qu'il n'est pas owner et qui productise pas en fait. Ça dépend. Pour moi, le créateur, c'est celui qui va essayer de se détacher de la plateforme, d'essayer d'être propriétaire de sa communauté, d'avoir ses mails déjà, et d'avoir des followers. Je pense que la différence est là. Mais il faudrait que je te ramène une personne, parce que du coup, qui a justement créé une émission qui s'appelle On parle de tout, et il a fait ça sur YouTube, et il est aussi coach, et en même temps il donne des super conseils même sur TikTok, et du coup c'est des messages super positifs, et ça j'aimerais que ma petite sœur elle regarde. Mais lui, je le considère comme un influenceur et créateur de contenu, tu vois. Et il aime pas qu'on me dise d'ailleurs qu'il est influenceur, tu vois. Oui, c'est là où il y a. Moi, alors peut-être que je vais pêcher par excès d'optimisme, mais en fait j'ai l'impression qu'il y a quand même un pivot, c'est-à-dire que l'influence, il y a eu beaucoup de scandales, et le côté influenceur pur, ça passe en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui quand même on valorise beaucoup plus les gens qui sont des créateurs, et de fait ils sont aussi influenceurs, mais ils aiment bien se valoriser parce qu'ils proposent quelque chose, ils créent quelque chose. Et je sais pas si ils sont forcément tous plus éthiques, mais j'ai l'impression qu'en fait il y a un filtre qui se crée où en fait on en a un peu marre de l'influence, même quand t'es jeune, même quand tout ça, et en fait t'as quand même envie de trouver du contenu de qualité. Et moi, tu vois, en l'occurrence j'adore TikTok, je passe beaucoup trop de temps sur cette application, mais tu vois, sur TikTok il y a énormément de contenu de très grande qualité, et moi je trouve ça hyper enthousiasmant. Donc en fait je sais. Ça dépend de tes recherches. Ça dépend de tes recherches. Ça dépend de ton algo. Justement, les jeunes, genre vraiment les ados et tout, ils vont pas forcément.
Ils vont regarder les trucs de télé-réalité, etc. Et du coup, ils vont avoir pas mal de choses comme ça. Je le vois, donc c'est pour ça que je dis ça. Il y a toujours, tu vois, genre, des effets négatifs, mais tu vois, je trouve qu'en fait, ça va quand même plutôt dans le bon sens, dans le sens où avant, les contenus vraiment de grande qualité, étaient peu sur YouTube, visibles, ouais, on les voyait sur YouTube. Ouais. Aujourd'hui, ils le sont beaucoup plus, donc ça permet quand même de les découvrir. Et après, sur ton point de est-ce que c'est plus éthique, en tout cas, ça l'est plus que la gig économie, quoi, parce qu'au moins, ça bénéficie à des individus. Ok. Voilà. En dehors même d'être plus visible, ça permet surtout à la personne d'avoir le choix. Avant, tu n'avais juste pas le choix, tu étais un peu esclave de l'algorithme. Par exemple, j'ai plus de réseaux sociaux. Je déteste ça. Maintenant, c'est vraiment un truc que j'arrive plus. J'ai enlevé toutes les applis. J'arrive plus à les utiliser parce que justement, je me sens pas maître. Je me sens pas maître de ce que je peux regarder et on me met ce que pas moi ai envie de regarder, ce que l'algorithme considère que j'ai envie de regarder. Ça me dérange. Ce qui est vraiment intéressant avec la Creator Economy, c'est que justement, tu fais un choix délibéré, libre, d'aller vers tel ou tel contenu, non pas parce qu'on te l'a posé en face de toi, mais parce que tu as eu un choix conscient. Tu dis, ok, cette personne elle m'intéresse véritablement, ce qu'elle fait c'est qualitatif, je juge c'est qualitatif. J'ai envie de la soutenir. Voilà, et j'ai envie de la soutenir et j'ai envie de continuer à faire ça. Et franchement, maintenant, de plus en plus, je dépense la majorité de l'argent que j'avais dans le divertissement générique, je le dépense plutôt dans des soutiens de créateurs, quoi. Donc, je vais aller mettre de l'argent chez des personnes qui font tel contenu sur Patreon, tel truc et tout. Et j'ai beaucoup moins de mal qu'avant. Alors, peut-être ça a pris du temps et je pense qu'il y a aussi un peu d'éducation à faire sur ça, mais je trouve ça finalement beaucoup plus éthique que de mettre de l'argent dans des produits d'influenceurs. Okay. C'est clair. Non, mais j'ai pris les côtés négatifs, mais il y a aussi beaucoup de positifs. Moi, je pense qu'il y a une philosophie derrière. Je pense que c'est aussi qui permet l'élégation naturelle des mauvais influenceurs, on va dire, si on peut se permettre, versus les créateurs de contenu qui apportent de la valeur. C'était aussi la philosophie derrière la personne, c'est-à-dire la personne voit l'audience comme sur le long terme versus les influenceurs qui le verraient, influenceurs entre guillemets, qui verraient sur du court terme, c'est-à-dire juste un cash flow financier, quoi. Même moi quand je pense qu'on a tout de suite peut-être deux créateurs de contenu qui sur un même sujet qui ont deux approches totalement différentes. L'un me considère comme un sac de cash et l'autre comme la personne, ton ami en fait, qui veut t'apprendre un sujet. Et je pense que aussi le fait que le public commence aussi à devenir de plus en plus éduqué, comme avec la publicité auparavant. Au début, peut-être dans les 90, 80, les gens étaient plus en lien, même avant, avec la publicité. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de recul. Donc là, c'est là que l'influence a joué la nouvelle carte. Et là, qui est entre guillemets la publicité 2.0. Et aujourd'hui, maintenant, les gens sont encore, avec le scandale et le fait qu'il y ait de plus en plus de contenu, on va dire, copier-coller, les gens ont aussi un second regard. Ah ouais, ça c'est intéressant aussi. Voilà, naturellement, en fait, les gens commencent aussi à avoir un double regard. Et ce qui fait que, même si je regarde plein de trucs sur Instagram, naturellement, je me filtre. Enfin, et TikTok, je trouve que c'est le point qui est l'un des points. Enfin, j'ai un peu de mal avec TikTok. Après, c'est très personnel. Parce qu'on voit beaucoup de copier-coller. Moi, ça me rend fou, normalement. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, quand on voit du copier-coller, on fait aussi d'élaguer des créateurs de contenu qu'on ne voulait peut-être pas voir. Alors, peut-être. Voilà, après, c'est mon point de vue personnel. Ça fait beaucoup de temps d'attention, malgré tout. Voilà. Les gens veulent de. Des gens qui se copient. On trouve ça partout. Les gens veulent de l'originalité. Non, en fait, pas de l'originalité, mais c'est vraiment la pertinence du contenu. Tu peux copier quelqu'un, mais si c'est. Voilà quoi, il y a copier et inspirer. Ça va être le mot de la fin, parce que le temps tourne. L'épisode est trop intéressant. Les copieux, on reste sur cette différence entre peut-être, je sais pas, le culte et la personne qui propose des choses de manière singulière et qui peut-être empower aussi les gens. On va parler de ça aussi sur un prochain épisode. On pourrait parler du Web3. On n'a pas creusé le Web3. On le creusera plus tard. 1 heure, c'est pas assez. Tant de sujets. Ouais, il y a trop de sujets. Je vais vous remercier, Étienne, Anthony, d'avoir joué. Merci à vous. Très très cool. Très sympa. Ange, Julie, merci aussi. Merci pour l'invitation. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Reparti.